Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode José Cruz. Est-ce que je l'ai bien dit ? José Cruz. C'est le U de Cruz, c'est un U portugais, donc José Cruz. Eh mince, je l'ai presque eu. Comment vas-tu ? Tout bien, ça va super bien, merci de m'interviewer, merci de t'être déplacé pour faire connaissance et faire découvrir mon travail. Merci à toi et obrigado. Désolée pour l'accent, je ne sais pas si c'est bien prononcé. C'est bien prononcé, mais comme t'es une fille, tu dois dire obrigada. Obrigada, dans ce cas. Mince, j'aurais dû mieux préparer le texte sur Google Traduction. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Donc, et avant de parler de ton parcours, de tes sketchs, et là de ta date à Bobino ce dimanche 8 juin 2025 à 17h, où tu es quasiment complet, j'ai préparé donc juste avant quelques petites questions décalées pour mieux te connaître. Es-tu prêt ? Pronto. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? Méchant et matérialiste. Ok, et j'allais dire aussi désorganisé du fait que là, ce que tu montrais au niveau de ton organisation, avec tous tes followers, le suivi que tu as, c'est vraiment hallucinant. Et même son matériel radio, enfin on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais il faut une sacrée organisation pour faire tout ça. Et sinon, si tu devais échanger ton cerveau avec un autre humoriste pendant 24 heures, ça serait qui et pourquoi ? Peu importe la nationalité, qu'il soit portugais, français. Ce serait Gad Elmaleh. Parce que c'est le meilleur et peut-être qu'avec 24 heures j'apprendrai encore plus et plus vite qu'en plusieurs années de travail. C'est vrai qu'en 24 heures c'est court, mais on peut apprendre pas mal de choses. Et un artiste autre que Gad Elmaleh que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire ? Bruno Salomon. Bruno Salomon qui a fait partie de la troupe du Carré Blanc, qui joue avec Jean Dujardin notamment, qui fait partie des Nous c'est nous, et qui est peut-être le tout premier humoriste avec le tout premier un sketch que je connaissais vraiment par cœur et que j'écoutais de A à Z. C'était Papa Racaille. Je ne connais pas du tout, il faut que je revoie mes classiques dans ce cas. Ouais, parce qu'il a quand même ce sketch, je dirais il y a 15 ans. Et ce sketch, je l'ai adoré. Et je le connaissais par cœur, j'adorais. Et Bruno Salomon, c'est un super comédien, un super humoriste, mais un super comédien aussi. Ok, très bien. Et sinon, comment tu définirais ton humour en un seul mot ? Familial. Le spectacle a été créé le 16 septembre 2023 au Théâtre du Gouvernail, un petit théâtre de 49 places à Paris. Donc il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Et là, cette année, c'est la clôture quasiment. On est vers la fin de la 2e saison d'existence du spectacle. En 2 ans, t'es passé d'une salle à 49 places à Bobino. Avec ce spectacle, ouais, mais après, derrière, il y a aussi tout le travail qu'il y a eu avec les 2 premiers spectacles. Hola, qui a commencé en 2009, en janvier 2009. Puis après, En construction, qui a commencé, lui, en 2018. Et après, voilà, le 3e spectacle bénéficie de toute l'expérience accumulée, le travail accumulé avec les 2 précédents. Mais c'est vrai que pour ce spectacle-là, il se passe quelque chose. Peut-être il y a un agrès, et ça, on ne saura jamais, mais en tout cas, c'est clair il fonctionne beaucoup mieux que les 2 premiers. Il y a un ingrédient ou plusieurs ingrédients qui font que, oui, en effet, on est passé de 49 places il y a moins de 2 ans. 10 personnes à la première représentation de cette année, le vendredi 13 septembre, qui d'ailleurs sont tous invités. Ils étaient 10 dans la salle. Et ils sont tous invités à Bobino, ils sont au premier rang, carré or. Et ouais, on est quasiment complet, on est parti pour faire 900. Mais encore une fois, c'est l'expérience, c'est le résultat des 15 années de travail derrière, c'est ça, ouais, de 2009 à début du premier One Man Show à maintenant, donc ça fait 16 ans. C'est vrai qu'on n'imagine pas tout le travail que tu as dû effectuer derrière. Et tout à l'heure, on en parlait, tu faisais beaucoup de vidéos. En 2016, tu as eu une vidéo donc tu parlais ça s'appelle La Trottinette. C'est à partir de là où tu as commencé à faire des millions de vues ? Oui, c'était la première vidéo qui m'a donné une assise et une reconnaissance au niveau du public. Avant, jusqu'à cette vidéo, je commençais à avoir une reconnaissance avec mon travail, mon one-man show, tant dans le milieu du musical, comme par exemple le Café Théâtre Le Grenier,
mais aussi La main au panier, tout plein d'endroits comme ça où je jouais. Et puis dans les scènes ouvertes, aussi dans les cafés-théâtres d'humour à Paris. Ce spectacle m'a emmené au Festival de Montreux, le premier. C'était en 2015 où j'ai fait partie des 2 premières soirées des Talents de demain, avec Verino, les Décaféinés, Camini, voilà, tout plein de gens comme ça. Et puis quand cette vidéo est sortie, hein, par exemple, en 2016, donc en juillet, fin juillet 2016, elle a fait le buzz. Voilà, elle a fait le buzz tout de suite en 24 heures, plusieurs centaines de milliers de vues, en 48 heures quelques millions de vues. Puis bon voilà, c'est vrai que ça a tout changé. Ma salle, le spectacle là, qui était mon premier spectacle, était sur la fin, puisqu'il avait commencé en 2009, il était en train de se finir. Les derniers mois d'exploitation, les salles étaient complètes juste grâce à la vidéo. C'est formidable. C'est surtout aussi un coup de chance. Je pense qu'il y a ça aussi, on l'oublie trop souvent, mais il y a à la fois le travail, et puis après pour les vidéos, il y a un coup de chance. Je sais pas. Des fois, il y a des vidéos que j'estime beaucoup mieux que d'autres, elles ne vont pas du tout marcher. Mais comme les sketchs, parfois sur scène, on se dit, il est génial, il ne va pas marcher. Puis il y en a d'autres, on les fait des fois pour, parce qu'il faut faire même quelque chose, et puis ça marche. Parfois, on l'explique pas, mais le résultat est là, donc Oui. autant en profiter. Et donc, sur les différents spectacles que tu avais, tu abordais toujours le sujet du Portugal. En tout cas, de la double culture. Ça a été la ligne directrice du travail, même si le premier spectacle, là, c'était les rêves d'un jeune comédien d'origine franco-portugaise qui rêvait d'Hollywood. Donc déjà, s'imposer comme franco-portugais en 2009, c'était pas simple dans le milieu du cinéma, du théâtre et de l'humour. On était vraiment les humoristes d'origine portugaise, lusophone. Il n'y en avait même pas 5 à Paris. Donc toute la France confondue, voilà, même pas 5. C'était très compliqué. Et le deuxième, c'était en construction avec un jeune comédien donc, qui a réalisé la moitié de ses rêves et qui maintenant cherchait à se marier, à se caser, à fonder sa famille, comme dans les films, les comédies romantiques dont il raffole. Et puis finalement, ce troisième, c'était l'aboutissement, c'est la conclusion. Je suis devenu papa, j'ai fini d'écrire quand je suis devenu papa. Et voilà, ça raconte. C'est un spectacle hommage à la fois à la génération qui m'a précédé, nos parents, qui sont venus du Portugal, mais quelque part le spectacle, c'est ce que je voulais dès le départ. Si on enlevait du titre Portugal, je voulais que tout le monde se retrouve dedans. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il marche, parce qu'il n'y a pas que du public portugais qui vient voir. Et puis voilà, ces petits ingrédients font que maintenant, celui-là marche bien et est le troisième et certainement dernier one-man show. Pourquoi tu vas pas continuer par la suite? Non, je vais faire d'autres choses. Ok, d'autres projets, très bien. Et toujours dans le milieu artistique? Toujours, ouais, toujours. Mais voilà, je pense que la boucle est bouclée justement sur cette thématique de la double culture. Et thématique que je sentais qu'il fallait que je défende tout seul, en faisant des personnages, auxquels j'ajoute du stand-up. Donc c'est ça, c'est un spectacle qui est entre le one-man show et le stand-up. Et je pense que maintenant, voilà, la boucle est bouclée avec ce troisième. J'ai de la chance, il a décollé assez vite, il marche assez bien. Donc on a déjà des dates de vendues maintenant jusqu'à 2027. Donc je pense l'année prochaine, commencer à travailler sur le prochain projet qui suivra après, en 2028-2029. Ok, chouette. Est-ce qu'il y aura un lien avec l'humour ou pas spécialement? Peut-être tu préfères ne pas te prononcer à ce sujet. Je raconte pas maintenant. Ok, oui, mais c'est juste pour savoir si ça fait un lien avec le domaine humoristique. Et tu te souviens de ta toute première scène comique? Oui, la toute première scène comique, c'était sur une scène au théâtre Jeanne d'Arc à Saint-Étienne. Il y avait 2 concours, il y en avait un qui était pour les amateurs et un autre qui était pour les professionnels. Moi, comme j'avais pas d'argent, il fallait que je gagne de l'argent, je m'étais inscrit au concours professionnel alors que j'avais jamais joué. J'avais fait un faux CV avec des faux passages que j'avais inventés pour être sélectionné. J'ai de la chance, j'ai été sélectionné alors que rien n'était vrai. Donc du coup, j'ai été défrayé alors que les amateurs n'étaient pas défrayés. Moi, je venais de Paris, ça a payé mon transport, ça a payé mon essence. J'ai fini d'écrire le sketch dans la voiture les heures avant de jouer sur scène. Et le soir même, sur scène, ça n'a pas loupé. Je passais en dernier dans le concours professionnel et j'ai fait un bid. Un bid d'un quart d'heure. Et puis en sortant, je savais que c'était ça que je voulais faire. C'est formateur, c'est le cas de le dire. Et ils s'en sont rendus compte, les programmateurs, que tu étais un peu allé au culot Possible parce que j'ai eu que 2 votes sur 200 et quelques votes. Donc, ils ont dû se dire, putain, celui-là d'où il sort. Et puis pour la petite histoire, c'est Majid Barilla qui a remporté le concours amateur. C'est là que j'ai fait la connaissance de Majid. Et puis voilà. Voilà ma première scène. Un gros bid de 10 minutes, un quart d'heure. Et aussi curieux que ça puisse paraître, je savais que ça allait marcher. Je savais que c'était ça et que j'étais au bon endroit. Ça t'a servi de déclic. C'est anecdotique pour commencer. C'est plus une confirmation. Le déclic, c'était avant quand j'ai passé le concours et je me dis, hey. Et puis sur scène, même en bidant, les gens m'ont dit à la fin, en sortant le fameux ça va,
C'est pas trop triste. Non, c'était pas si mal que ça. Et moi, en même temps, dans ma tête, je me disais, putain, c'est fou, mais je sais que c'est ça, et je sais que ça va cartonner. Et je savais que j'allais faire des grandes salles. Le soir même de ce groupe méga bide. Bon, après, c'est des choses qui arrivent. Et comment réagit ton entourage quand tu as fait ce virage artistique dans le milieu de la scène? Tout le monde s'est posé des questions, parce que je suis plutôt quelqu'un de timide, de réservé. Mais au fond de moi, c'était ce que je voulais faire vraiment. Faire rire. Mais pas que faire rire avec du fond, apporter aussi une réflexion et raconter tout le temps des histoires, pas juste raconter des blagues. Moi j'ai toujours voulu faire de l'humour en racontant une histoire, et je pense que c'est là où ce troisième spectacle c'est peut-être le plus abouti dans cette fonction-là. Et t'as eu des mentors ou des personnes clés qui t'ont aidé lors de ta carrière, ou tu t'es toujours débrouillé tout seul? J'ai regardé ceux que j'aimais, j'ai toujours pris en référence et en soutien le premier spectacle de Gad Elmaleh, Décalage, quand il raconte son parcours entre le Maroc, le Canada, la France, avec le cours Florent, etc. Et c'est ce type de spectacle que je voulais faire. Et puis après, tout à l'heure, j'ai parlé de Bruno Salomon, que j'adorais aussi. Et lui, c'était plus pour l'interprétation des personnages. Voilà, je me suis beaucoup inspiré en voyant des gens. J'ai beaucoup aimé regarder aussi Albert Dupontel, même si c'est pas du tout mon univers, mais je trouvais qu'il tenait très très bien ses personnages. Donc je regardais en boucle ses DVD pour voir toute cette intensité qu'il mettait. Il finissait en sueur. C'est comme s'il avait tout donné à chaque fois dans un spectacle. Du coup, ça me faisait voir pourquoi il fonctionnait bien. Et Gad Elmaleh, c'était pareil, il finissait en sueur, il donnait tout. Donc j'ai beaucoup appris en regardant. J'ai eu la chance, moi, quand je me suis lancé dans l'humour, je faisais déjà du théâtre avant, mais quand j'ai commencé à faire de l'humour, il y avait déjà plein de spectacles ou en DVD, ou en cassette VHS, bien sûr, mais il y en avait déjà de plus en plus sur YouTube. Et moi, ça a été mon école formatrice, ça a été ça. Plus après, les plateaux, quoi. Aller jouer, se planter, se relever, recommencer, etc. Donc ça, c'était les plateaux d'humour, c'était les plateaux dans les cabarets de Paris. Et voilà, 10, 20, 30 passages par semaine, 10, 20, 30 passages par semaine, 10, 20, 30 passages par semaine. Alors, observer les autres, ne pas passer et se barrer, mais passer et regarder ce que font les autres, regarder ceux qui fonctionnent, ceux qui marchent bien. Au niveau de la structure de la vanne, etc. Ouais, de l'histoire, de voir les différences. Et pourtant, ça peut marcher. Quelqu'un qui fait du stand-up, quelqu'un qui fait des personnages. Et voir que tout est une alchimie assez spéciale à chaque fois. Ne pas tout comprendre, mais en tout cas, voir qu'il y a plein de possibilités, qu'il y a plein de choses qui marchent, jusqu'à ce que tu trouves. Jusqu'à ce que finalement, je finisse par trouver ma ligne. Et moi, ça a pris premier sketch après vraiment, donc c'était en 2007. Après des passages dans les cabarets, j'ai commencé en 2007 au Café Théâtre Le Grenier, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc 2 ans pour arriver à la finalisation du premier spectacle, 2007 à 2009. Et t'as rodé dans tes comédie clubs aussi pour ce nouveau spectacle? Non. Comment t'as fait? Je savais que ça allait marcher, j'ai écrit, j'ai joué. Mais t'as fait des répétitions avant devant un public? Jamais? Aucune. Aucune. Et c'est un succès, t'es complet dans plusieurs villes et là, Bobino, c'est hallucinant. Ouais, il n'y a pas eu de répète, il n'y a pas eu de filage, j'ai pas de metteur en scène. J'ai fini de l'écrire quelques jours avant. Et tout de suite, ça a pris. Et quand je suis arrivé au théâtre, le régisseur n'arrêtait pas de me demander la conduite, la régie depuis 2 mois. Et quand je suis arrivé le jour même, moi à chaque fois je lui disais non mais tu verras c'est facile, tu feras ça va très vite, on fera ça en 2-3 heures. Ok. Arrivé en 2-3 heures, je lui dis non il n'y a pas de texte. Il me dit comment ça il n'y a pas de texte, comment je vais te suivre? C'est simple, je vais te dire quand je suis dans la voiture, donc la voiture est une chaise, tu fais une découpe et le reste du temps c'est du stand-up, tu remets du plein feu, tu mets cette musique en intro, tu mets cette musique à la fin. Et la première date, donc il y a un peu plus d'un an, le 16 septembre, samedi 16 septembre, il y avait 32 personnes et tout de suite ça a été quasiment tout de suite, les gens ont applaudi en se levant, quoi. C'était pas une standing ovation parce qu'il n'y avait que 32 personnes sur 49 places, mais tout de suite ça a pris. La semaine d'après, il y a eu 42 personnes, ça a pris encore mieux, et après on a été complet jusqu'à tout le temps. Mais rassure-moi, en 2014, quand t'as fait Montreux, t'arrivais avec une équipe ou vraiment toujours tout seul? Je suis tout seul, il y a que j'ai signé avec une boîte de prod vraiment que Cœur de scène qu'en novembre dernier là. Mais t'es arrivé avec un texte, t'as pas bidé. Oui. Non, là, ça avait bien marché, tout était écrit. Mais là, aussi que ça puisse paraître, ce spectacle, en fait, je le portais depuis longtemps. Et j'avais changé d'optique, je l'avais testé en faisant des vidéos. Je testais des parties du spectacle d'1 minute 30 en vidéo. Alors bien sûr, c'est un jeu différent. Je me suis dit, si ça marche bien en vidéo, ça marchera aussi sur scène.
Et en fait, du mois de juin au mois de septembre, jusqu'à la première date, j'ai dû sortir à peu près une dizaine, quinzaine de vidéos que j'ai testées. Chacune faisait 1 minute 30, donc j'avais déjà à peu près 15-20 minutes dont j'étais à peu près sûr qu'elles avaient un bon impact. Et puis après, le reste du texte, je l'avais déjà écrit quelques années auparavant, mais c'était un texte littéraire. Et il a fallu le transformer en sketch d'humour. Et je pense qu'avec l'accumulation des plateaux, des représentations des 2 précédents spectacles, j'ai réussi à transformer inconsciemment le texte écrit en texte joué, narré. Et du coup, comique, parce que quand même les gens rient. Bah oui. Et t'as fait d'autres festivals depuis? Avec ce spectacle, je fais plus de festival. J'ai fait 1 ou 2 festivals, mais le spectacle est programmé, acheté, diffusé. Et par contre, non, j'ai pas encore fait de grands festivals avec ce spectacle-là. Mais par contre, je fais des grandes salles. Bah, on peut pas dire le contraire pour le coup. Et en plus, donc, comme tu disais, donc, tu fais énormément de vidéos, ça t'occupe encore plus que la scène elle-même. Oui, parce que maintenant, comme le spectacle, il est écrit, le gros du travail après, ça a été de le faire connaître, de le faire diffuser, d'amener du public à la salle. Moi, je fais pas de cinéma, j'ai pas accès à la radio non plus encore, j'ai pas non plus accès à la télé encore, donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de moi-même? C'est faire des vidéos, donc voilà, j'ai commencé par faire des vidéos vraiment de façon plus significative déjà il y a 5 ans, quand j'ai écrit les premiers jets de ce spectacle, qui s'appelait déjà à l'époque Portugal, voyage au centre du monde, puisque les 31 premiers chapitres de ce spectacle qui va devenir un livre qui sera édité et qui va sortir à la rentrée en septembre prochain. Je les ai écrits parce que ma fille elle est arrivée en septembre 2020. Et donc en août on n'est pas parti parce que ma femme pouvait accoucher à n'importe quel moment. Donc chaque jour quand je partais pas en vacances, je me levais à 13h du matin jusqu'à 6h, j'avais 3 heures pour écrire un chapitre d'une histoire de mes vacances d'enfance que je ne pouvais plus revivre cette année puisque Talia pouvait arriver à n'importe quel moment. Chaque jour, je m'étais fixé ce pari, j'ai réussi à le tenir, 31 jours, 31 chapitres. Et à chaque fois, j'apportais une photo qui commentait ça, de mes souvenirs, tout ça. Et j'ai appelé ça à la fin, Portugal, voyage au centre du monde. Et en fait, c'est de là que c'est parti. Le texte était déjà écrit, j'avais déjà eu des retours publics, mais d'une façon littéraire. Et les vidéos ont permis de le mettre en scène des petits morceaux. Et donc de donner confiance pour après me jeter sur scène. Et voilà, j'ai eu de la chance, ça a marché aussi. Il y a une part de chance. Mais c'est original en tout cas de faire les choses de cette manière. Et j'ai cru comprendre qu'en 2021, en plus de faire tout ça, tu t'es lancé dans un autre business. Les habits? Ouais, les fringues, ça a bien marché ça. Sauf que la marque Frantuguet que j'ai déposée et créée du coup, puisque c'était un peu ma ligne directrice. Je suis quelqu'un qui est passionné par les 2 cultures, française et portugaise. Souvent les gens me demandent, mais alors pourquoi tu parles beaucoup et surtout de la culture portugaise ici? Déjà je parle de la culture portugaise, mais en français. Donc en fait c'est pour la faire découvrir, parce que la culture française, il y a déjà plein de gens qui en parlent. Des gens qui parlent vraiment de façon régulière de la culture portugaise, il n'y en a quasiment aucun. Donc moi, je n'allais pas faire quelque chose que j'aime, mais que font déjà 30, 40, 50, 200, 300 youtubeurs. Enfin, maintenant, on dit youtubeurs, mais il y a TikTok, tout ça. Alors maintenant, mais par contre, sur la culture portugaise, non. Donc c'est pour ça aussi que je le fais en français. C'est parce que mon but, c'est de partager cette culture à tous les francophones, quelle que soit leur origine, à partir du moment où ils comprennent le français. Et du coup, un jour, j'ai déposé... C'était le Covid, on ne savait pas si on allait jouer. Toute l'équipe était sans travail. Le graphiste était sans travail, puisqu'on ne peut plus faire d'affiches, plus rien. Donc on s'est mis à réfléchir sur comment transformer le travail qu'on a fait en une marque de fringues qui raconte à chaque fois des histoires. Et chaque vêtement qu'on a sorti raconte une histoire. Ça, c'est le sac des vacances. São horas das vacances. C'est une des phrases qu'on dit quand on part en vacances. Alors qu'en fait, vacances, c'est un mot qui n'existe pas. Savoir, oui, c'est du portugais, d'âge aussi, mais vacances, non. Mais vacances, c'est devenu un mot frantuguais qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde comprend. Donc chaque élément, chaque fringue, il y a à peu près une dizaine, quinzaine de modèles de t-shirts qui ont été sortis, et 2-3 sacs, des shorts, tout ça, et puis je trouve que ça a marché un peu. Et on peut encore en trouver sur Internet, en acheter? Et le prochain modèle va sortir bientôt. Ah, on a cette information en exclusivité. Ouais. C'est le t-shirt du spectacle. Il s'appelle Portugal. Les gens ne pourront pas le voir, mais le logo... Le logo, il doit être... Ah, et le logo arrive, on va le voir en direct. Ouais, c'est celui-là. C'est direction Portugal avec le cœur. C'est le t-shirt du spectacle, puisque le spectacle aussi, je sentais qu'il allait bien marcher, mais après, la première année, il y a eu 4000 spectateurs. Là, on n'a pas fini l'année, il y en a déjà 9000. Donc en deuxième année, ça a déjà plus que doublé. J'étais pas non
J'aurais jamais cru non plus qu'en 2 ans, on passera à Bobino. J'espérais, comme tout le monde, comme tous les humoristes, comme tous les comédiens. Mais je pouvais pas le parier à 100%. Et du coup, voilà, il y a le t-shirt qui va sortir, le t-shirt du spectacle. J'invite les auditeurs à regarder sur Internet, donc à mettre José Cruz. Et pour la marque de fringues, c'est donc franchiguet.net. Ok. Bon. Il y a le site internet. Le site internet est en ligne, vous pouvez acheter les vêtements et bientôt donc le nouveau t-shirt qui va sortir. Là, il est en train de montrer les photos de son site. Franchement, c'est de beaux t-shirts. Oui. C'est une fleur? Oui, c'est l'œillet, puisqu'il n'y a pas longtemps, c'était le mois d'avril. Et au mois d'avril, pour les Portugais, c'est un mois important, c'est le mois de la révolution des œillets. Donc cette fleur est un œillet. Et ce t-shirt-là, c'est le t-shirt du mois d'avril. Il raconte la révolution des œillets. 25 de abril sempre, c'est le jour de la révolution qui a chassé la dictature du Portugal, ce qui était la plus longue dictature d'Europe, qui font que nos parents sont venus ici. Et qui a permis à nos parents, grands-parents, de retourner librement au Portugal. Chaque t-shirt raconte une histoire. Donc on n'achète pas vraiment que des t-shirts, mais une histoire, comme tu le dis, ça va bien plus loin. Oui, comme les spectacles, c'est pas juste de l'humour, il y a aussi des moments tendres, il y a des moments d'émotion. Et dans les t-shirts, c'est la même chose. Et d'ailleurs, quand tu as fait des spectacles, ça t'est déjà arrivé de faire des premières parties d'humoriste ou tu as juste fait ton one comme ça? Moi, j'ai fait très peu de parties d'humoriste, en tout cas connues. Je réfléchis, mais non, j'ai fait des premières parties à l'Olympia, au Palais des Congrès, au Palais des Sports, mais c'était jamais des humoristes. C'était tout le temps des chanteurs. Mais j'ai jamais fait de première partie de grands artistes connus dans l'humour. Mais tu chantes aussi? Ou tu as fait du stand-up à la Cigale avant un concert? Ouais, j'ai joué à l'Olympia, je devais faire 10 minutes, je fais 25 minutes. Parce que le producteur était en coulisses et comme c'était en train de super bien marcher, et c'était Dulce Pontes, c'était une des plus grandes chanteuses de fado moderne portugaise qui était en tournée internationale. Ils avaient entendu parler de moi et ils m'ont dit est-ce que tu peux pas venir faire la première partie, 5-10 minutes, et puis dans les coulisses, comme ils voyaient que ça marchait, ils me disaient. En gros, ils faisaient des signes comme quoi ils devaient continuer, voilà. Et puis ça a super bien marché. Pareil au Palais des Congrès, Palais des Sports, devant 4000 personnes. Mais voilà, j'ai pas fait moi, j'ai jamais fait de première partie de grands artistes d'humour. Ouais, t'en as pas eu besoin pour te faire connaître. Non, comme quoi, hein, il y a plein de voies, il y a plein de chemins. Le tout est de trouver le sien. Après, j'aurais aimé certainement. Hein. J'aurais aimé bien faire moi aussi la première partie de Jamel ou de Gad Elmaleh ou de Bruno Salomon, justement, de plein de gens. Mais bon, les occasions ne se sont pas présentées. Peut-être qu'elles se présenteront un jour ou c'est toi qui vas leur proposer de faire ta première partie. Ça pourrait être marrant, ça. Gad, tu peux pas venir faire ma première partie pour te chauffer. Mais Gad Elmaleh, je pense que c'est quelqu'un qui serait prêt à faire des premières parties d'artistes moins connus parce que c'est un travailleur et il teste. Donc, on le voit même maintenant fréquenter des comédie clubs pour tester ses vannes et il a même ouvert le sien. Exactement. Sinon, tu peux faire un t-shirt à son effigie, lui offrir et en échange, il vient faire ta première partie. Ah, c'est pas mal ça. J'avais pas pensé, tu vois. Tu vois. Pour 2026. Ah, ouais, parce qu'on est en train de travailler sur la prochaine salle après Bobino. Il y aurait quel message à faire passer? En mode, viens faire ma première partie, s'il te plaît. Je dirais... non, si je devais faire passer un message, ce serait Monsieur Gad Elmaleh, vous m'avez donné envie de raconter des histoires avec humour. Référence à ce premier spectacle magnifique, pour moi le plus beau spectacle d'humour, on en a parlé tout à l'heure, Décalage. Si jamais vous écoutez ce podcast, cette émission, et que vous vous dites un jour tiens, je ferais bien 5-10 minutes avant José Cruz pour l'aider encore à progresser, à s'améliorer et peut-être voir de quoi lui il est capable aussi aujourd'hui, ça serait cool. En tout cas, voilà, si jamais un jour t'imagines Gad Elmaleh vient faire 5-10 minutes, ce serait juste génial. Mais plein d'autres, je dis lui, mais plein d'autres, il y en a plein. C'est juste que tu l'as cité tout à l'heure en introduction, c'est pour ça. Parce que ce spectacle est magique. Décalage, ce spectacle Décalage, si les gens ne l'ont pas vu, ce spectacle est magique. Mais bref, on fera pas la promo pour son spectacle. Bobino, il reste quelques places encore. Plus beaucoup, donc dépêchez-vous. Oui, c'est dimanche la 8. Et il reste quoi? Allez, je pense que là, aujourd'hui, on est le soir, on aura les comptes demain matin de la billetterie, mais allez, sur 900, il restera peut-être demain, je pense qu'il va rester 50 places. C'est rien du tout. C'est rien, et à chaque fois, c'est la dernière ligne droite, c'est les derniers jours, tu dis, j'ai l'impression que c'est super dur à vendre, là. Et ce serait quoi ton objectif en termes de salle après Bobino, ton rêve? On peut pas encore le dire, puisqu'on est en négociation. On est même en option. Waouh. Je m'attendais pas à une si belle réponse. En option d'une autre grande salle. Ah, mais ça serait vraiment formidable. Ça y est, on sait où est-ce qu'on va aller, je sais où est-ce que je vais emmener ce spectacle, surtout.
Je sais où est-ce qu'il va se terminer même. Il se terminera dans 3 ans, dans la première date de tournée que j'ai fait l'année dernière. Des gens qui avaient entendu parler du spectacle à peine au bout de 2 mois, en octobre, et ils ont appelé, ils m'ont fait confiance, ils ont acheté le spectacle. On a joué un jeudi soir alors qu'il y avait du foot à la télé, dans une petite salle qui était en fait un cinéma. Et écoute, c'est tout ce qu'on a. Et ce soir-là, alors que le spectacle était à peine sorti de boîte, on a fait, je crois, 80-90 payants en province, à côté de Tourcoing. Ils ont adoré le spectacle. Et puis du coup on s'est dit ce spectacle-là se terminera dans la grande salle de leur ville dans 3-4 ans. Et même eux étaient persuadés, ils ont dit ouais mais il va marcher. Donc on te réserve déjà la grande salle dans 3-4 ans. Qui fait je crois 500 places. Donc je peux pas dire encore le nom de la ville, mais ceux qui ont suivi le parcours du spectacle, la première date de tournée l'année dernière en novembre, qu'on a signé en octobre, ça a été magique. Ça a été une info qui a confirmé que le spectacle, je sais pas pourquoi, on l'a senti bien, toute l'équipe, il allait se passer quelque chose. Et t'es fier de ton parcours au moins, rassure-moi. Bah oui, carrément. Carrément. Et tu fais un peu d'impro dans tes sketchs? Oui, il y en a. On va dire que le spectacle, comme c'est une histoire, en fait l'histoire elle fait 250 pages. Le spectacle ne fait que 40 pages, mais je connais à peu près les 250 par cœur. Et chaque date, je garde que 80% du spectacle, et chaque date je change 20%. C'est pour ça que les régisseurs n'ont pas de conduite non plus. Ils doivent être perdus, les pauvres, à chaque fois. Et en fait, à chaque fois, ça se passe bien parce qu'il faut respecter quelques règles. Voilà, la chaise, c'est une voiture. En dehors de la voiture, c'est du stand-up. C'est du conte, c'est du narré. On dit stand-up aujourd'hui, mais stand-up, c'est plus quand tu tiens un micro à la main. Moi, je joue avec un micro-casque. Mais en tout cas, je m'adresse au public. Et du coup, ça finit par devenir évident. Les régisseurs, ils comprennent, ah ok, d'accord, j'ai compris le truc. Et donc chaque date c'est ce que je voulais avec ce troisième spectacle, c'est que chaque représentation ne soit jamais comme la précédente et que chaque représentation soit unique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont déjà vu le spectacle 4 fois. Et ils prennent des notes pour savoir jouer au jeu des 7 différences ou des 10 000 différences finalement. Non, mais souvent ils me disent, ah, j'ai découvert cette partie, vous l'avez pas fait l'autre fois. Non, ouais, voilà. À chaque date, il y a 20% de différents par rapport à la précédente. Et comme voilà, j'ai 250 pages, j'ai à peu près au total, je crois que le spectacle en lui-même, je parle en chapitres. Chaque chapitre fait à peu près, la façon dont je les ai écrits, chaque chapitre fait à peu près 2 à 3 minutes, donc chaque scène. Et donc, il y a le triple de scènes quasiment. C'est une fois que tu es sur scène, tu te dis ça y est, je vais faire tel et tel chapitre, ou tu le décides avant? Je prépare un peu à l'avance. Mais après, en fonction du public, parfois, c'est sur scène où je vais décider de changer et d'aller ailleurs. Et eux ne le sauront jamais. La même idée de départ et je termine au même endroit. Dis donc, ça doit être... tu dois toujours cogiter pour savoir ce que tu vas faire, où les emmener dans ce beau voyage. Tout le temps. Et donc j'écris tout le temps. Et j'ai écrit tout le temps jusqu'à il y a encore quelques semaines. Et puis là maintenant, ça y est, j'ai arrêté d'écrire pour le spectacle lui-même. J'ai assez de matière, j'ai 250 pages en gros. Donc voilà. Chouette. Est-ce qu'il y aurait des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui débute dans le milieu du spectacle, du stand-up ou autre? Juste les conseils basiques. Hein. Comme je disais tout à l'heure, moi, ma première scène, je me suis planté. Se planter, c'est pas un échec. Faut juste se dire que si on veut vraiment le faire, je pense qu'on le ressent très vite. D'aller au bout si on sent que c'est une question de vie ou de mort, qu'on en a besoin absolument, de jouer, de raconter des histoires, de rien lâcher, de travailler, parce que voilà, c'est génial aujourd'hui d'être à Bobino, mais voilà, c'est au bout de 15 ans. Il y a un conseil qui t'a été donné et qui t'a marqué? Ne jamais lâcher. Le conseil classique, ne jamais lâcher, et derrière bosser. Le deuxième, bosser, et le troisième, rêver. C'est un conseil qu'on t'a donné? Rêver en premier. Ouais, rêver en premier. Rêver, bosser. Rêver grand, bosser pour que les rêves deviennent réalité, et se relever à chaque fois après chaque coup dur. Parce qu'il y en a des coups durs, et il y en aura encore. Et il y en a tout le temps, ça fait partie du job. Sinon, ça serait trop facile, tout le monde serait artiste, humoriste et gagnerait des millions. C'est un métier passion. Tout le monde rêverait de faire ça et de se lever en disant je vais aller faire rire des gens et je vais gagner ma vie avec ça. Donc, forcément, c'est pas si facile que ça. Donc, il faut bosser, s'accrocher, se relever et toujours garder ce rêve en tête. Et après, tu savoures tes victoires. Ouais, c'est pas tant des victoires, c'est des moments de joie, de bonheur, de partage. Parce qu'une victoire, c'est toujours contre quelqu'un. En fait, voilà, moi, peut-être ça marche de mieux en mieux depuis qu'en fait, je cherche à m'amuser, à m'éclater. Génial, on va rester sur ce beau message de fin. Et bien évidemment, on vous invite à aller à Bobino ce dimanche 8 juin 2025. À 17h.
à 17h, donc c'est parfait. Donc c'est un spectacle familial, donc vous pouvez venir avec les enfants. Et À partir de 9 ans. à partir de 9 ans. Oui, parce qu'il faut comprendre et intégrer certaines choses. Et en dessous de 9 ans, c'est trop petit. Il y a une dimension aussi politique dans le spectacle. Et il faut avoir 9 ans pour capter certaines choses. Je voulais en fait que ce spectacle puisse être vu par la première génération, nos parents, grands-parents qui sont venus arriver les premiers en France, nous qui sommes la première génération née en France, et la troisième génération, nos enfants nés en France. Je voulais réunir tout ça autour d'une histoire pour ne pas oublier d'où on vient, qui l'on est, et sans dévoiler la fin, où l'on va. D'accord. Et malheureusement on peut pas venir à Bobino, tu as plein d'autres dates qui sont annoncées sur ton site internet et même sur tes réseaux sociaux. Donc José Cruz, Cruz. CRUZ, voilà. Si vous tapez sur internet José Cruz, ça fonctionnera. Ouais, voilà, il y a toutes les dates qui sont sur les réseaux sociaux, sur le site internet, partout. Et voilà, déjà pour l'année prochaine, on a déjà 27 dates ouvertes en billetterie. On a déjà aussi 2 dates ouvertes en billetterie pour la saison d'après. Il va y en avoir encore je pense, une 10, 20, 30 encore qui vont venir se rajouter dans les semaines, les mois à venir. Donc on va faire à peu près le Tour de France complet. Est-ce que j'ai une image Là, il va me montrer l'image avec toutes les dates, vraiment partout en France. À booker. Donc là, on va aussi, ça y est pas encore, mais on va rajouter Quimper. Il va y avoir Nantes. Donc voilà. S'il y a des programmateurs qui écoutent cette émission, s'il y a des salles dans l'Ouest, n'hésitez pas à lui proposer. Oui, c'est là où on a le moins pour l'instant, mais ça se remplit. Mais ouais, franchement, là, je suis en train de voir en live, c'est impressionnant, toutes ces dates. Et dis donc. Merci beaucoup en tout cas, José, pour ta venue. C'est moi qui dis merci parce que voilà, j'ai pas tant de presse que ça, tout ça, et c'est toujours un bonheur de répondre aux interviews. Et puis surtout donc merci à toi d'avoir pensé à moi et de mettre en avant mon travail. C'était un honneur en tout cas. Et l'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine.